Monsieur Pascal, on démarre? Oui, Florence, je vous remercie. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Je vois que le nombre de participants est en train d'augmenter. Donc, je me présente. Je suis le conseiller consulaire qui couvre les 6 pays du Balkan, qui sont donc la Bosnie, le Monténégro, le Kosovo, l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bulgarie. J'espère que j'ai oublié personne. La Bosnie, non, je crois, et l'Albanie, bien sûr, parce que je suis ici en Albanie. Donc, j'ai accompli cette mission pendant 7 ans, mais ce qui m'a motivé, c'est l'école, puisque j'étais président fondateur de l'école française de Tirana, qui est maintenant gérée par Scola et Mundi. Donc, monsieur Nourdine Mebarki vous en parlera mieux. Je sais que je suis un parent d'élève et que beaucoup de parents m'ont questionné sur la situation que nous avons vécue avec le Covid. Beaucoup se sont plaints, certains n'ont pas compris. Il y a eu beaucoup d'explications. Je crois que dans l'ensemble, le réseau a bien fonctionné, a su répondre rapidement. Pour les écoles qui travaillaient en CNED, c'était plus facile puisque le nombre présentiel, ils étaient habitués, les élèves étaient rodés. Et je pense qu'il est bien de savoir, de faire le bilan de ce qui a été fait et de pouvoir aussi prévoir le futur, puisque c'est la demande de nombreux parents d'élèves qui veulent réinscrire leurs enfants, qui veulent savoir dans quelles conditions ils seront accueillis. Donc moi, je vais laisser la parole aux professionnels et je vous dirai quelques mots à la fin de ce webinaire. Merci à tous de nous avoir rejoints. Merci, merci Monsieur Pascal pour votre intervention. Donc bonsoir à toutes et à tous. Moi, je me permets de démarrer cet webinaire en vous remerciant toutes et tous d'abord de votre intérêt, de l'intérêt pour notre webinaire et surtout en fait de votre présence aujourd'hui en fin de journée avec nous. Merci également à tous les intervenants de leur disponibilité et de leur implication. Et je souhaite peut-être démarrer en fait ce webinaire avec quelques petits chiffres et surtout en fait un petit zoom sur concernant en fait le réseau d'enseignement de français à l'étranger, qui est un réseau unique dans le monde, composé de plus de 500 écoles dans à peu près 140 pays. C'est un réseau en fait sans commune mesure comparé au réseau allemand ou italien, où on retrouve comparativement en fait 140 et 150 écoles dans le monde. Le réseau éducatif français constitue en fait un élément central des services qui sont offerts par la France pour les Français établis à l'étranger, hors le territoire national, mais c'est surtout en fait un rôle majeur dans l'influence de la France et le rayonnement en fait de la culture française. Moi, j'ai envie de commencer ce webinaire en citant le plan en fait de gouvernement qui a été présenté en octobre 2019, qui est un plan pour développer l'enseignement de français à l'étranger avec un objectif de doubler le nombre d'élèves accueillis d'ici 2030. Ce plan est en lien avec le plan de développement durable que l'État suit et que nous appliquons effectivement sur nos territoires. J'ai envie aussi de citer Jean-Yves Le Drian, en fait, qui disait que l'enseignement de français à l'étranger est un instrument stratégique de notre diplomatie d'influence, et d'y rajouter, c'est pour moi également un levier de diversité culturelle, et c'est comme ça que je pense nous nous inscrivons tous, parents d'élèves ou professionnels intervenant dans le domaine de l'éducation. Cependant, en fait, nous ne sommes pas encore sortis, mais nous vivons, pardon, depuis plus d'un an la pandémie de Covid. Et j'ai envie ici, avant de donner la parole aux professionnels, de citer le dernier rapport de l'UNESCO qui précisait qu'effectivement cette pandémie stoppait brutalement l'apprentissage dans le monde entier. Il a créé la perturbation la plus grave de l'éducation dans l'histoire. Au plus haut en fait de la crise, on a eu plus de 1,6 milliard d'apprenants dans à peu près 190 pays qui ont arrêté l'école. Donc nous avons effectivement une cible prioritaire qui sont nos enfants, les élèves qui ont été touchés, mais pas seulement parce que plus de 100 millions d'enseignants et de personnel scolaire ont été touchés par la fermeture soudaine des établissements scolaires. Encore aujourd'hui, nous avons à peu près 29 pays dans lesquels l'éducation n'a pas repris. Néanmoins, il n'y a pas que le côté négatif de cette crise-là. Et parallèlement, elle nous a permis de créer, d'innover
et plus encore dans le secteur éducatif. Donc ici, nous avons vu naître des initiatives qui utilisent la télévision, la radio, l'équipe pédagogique et tout un tas d'autres outils que nos intervenants vont pouvoir vous présenter par la suite. Moi, en tant que parent d'élèves au lycée Victor Hugo, mais également élu depuis 2 ans au conseil d'école et au conseil d'établissement, j'ai envie juste de faire un petit focus sur une action que nous avons lancée dès le début de la crise, qui était en réponse d'un besoin d'approche culturelle et de pratique de la langue française qui s'appelle Parlons français. Pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve que l'initiative est partie très simplement de la part des parents d'élèves, mais elle a réussi à mobiliser toutes les parties prenantes. Autour de cette action, bénévoles ont été mobilisés le lycée Victor Hugo avec tout son personnel, sans se poser de questions. Les gens ont donné un coup de main, se sont impliqués, ont parlé avec les élèves, pas seulement côté éducatif, mais côté culturel également. Nous avons aussi des parents d'élèves, et je remercie publiquement Véronique et Gwenaëlle, entre autres, Dessy sans oublier, toi aussi, mais aussi d'autres réseaux éducatifs comme notre école supérieure qui est basée à Sofia, qui n'a pas hésité de mobiliser de ses ressources pour justement nous donner la possibilité d'aller encore plus loin dans notre influence et dans l'éducation. Voilà, je m'arrête sur ça et je donne tout de suite la parole à nos intervenants, en commençant par Alina Malevska, qui va représenter notre lycée Victor Hugo, basé à Sofia, et qui va pouvoir nous raconter comment le lycée Victor Hugo a vécu la crise et quel est son bilan et ses perspectives pour l'avenir de nos enfants et de nos compatriotes. Merci Alina. Bonsoir à tous, merci Florence pour cette présentation. Alors je vais vite, moi je m'appelle Alina Malevska, je suis personnelle de l'établissement lycée Victor Hugo de Sofia et également parent d'élèves. Alors comme nous le savons tous, il y avait la fermeture de l'établissement le 9 mars 2020 qui était une décision brutale et inattendue. Tout de suite, on a essayé de réunir les équipes pédagogiques pour mettre en place la continuité pédagogique dans le cadre d'un enseignement à distance qui est une situation totalement inédite, j'imagine, pour nous tous. Alors, quelles étaient les actions qui ont été menées dans l'urgence? Tout de suite, on a réorganisé le temps scolaire en temps en distanciel. On a emprunté du matériel informatique pour tous les personnels de l'établissement. On a fait une formation interne sur l'utilisation des différents outils qui étaient nouveaux pour tout le monde. On a mis en place des Padlets, des classes virtuelles, des clubs de lecture, des ateliers de pratique du français dont parlait justement Florence. Il y avait de la traduction de tous les supports qui ont été utilisés pour les petits en maternelle. Ça, c'était vraiment dans les premières semaines. Ensuite, le dispositif pédagogique a évolué au fur et à mesure avec l'implication de tous les personnels de notre lycée, tout en étant en accord avec les spécificités du système éducatif français. Il y avait une communication directe entre les élèves, les enseignants, par le biais de la messagerie, surtout de Pronote, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un logiciel, par mail, par chat. Il y avait une réponse individualisée qui était apportée à tous les élèves. Bien sûr, on a assuré un soutien aux élèves qui ont eu des besoins éducatifs particuliers. Ça a été fait par leur enseignant principal, mais aussi par les ALEF, appui linguistique à la langue française. Il y avait une cellule d'écoute qui a été mise en place avec la psychologue, notre médecin scolaire et l'infirmière de l'établissement. Et il y avait une attention prêtée par les enseignants au découpage de la journée pour limiter l'exposition aux écrans, en particulier chez les plus petits. Ensuite, on avait eu des enseignants qui avaient besoin d'un soutien moral pour éviter toute interruption de l'enseignement à distance. Et puis, en juin 2020, on a eu la bonne nouvelle qu'on pouvait réouvrir la maternelle, mais bien sûr avec un protocole sanitaire très, très, très strict. Malheureusement, on n'a plus vu les autres élèves, juste les élèves de maternelle et en petits groupes. L'été est passé, bien sûr, en septembre 2020, il y avait la rentrée de tous les élèves.
Encore une fois, le protocole sanitaire reste très strict. Il y avait port de masque dans les classes, dans la cour de récréation, dans les couloirs et les espaces communs. Ensuite, cette fois-ci, on avait anticipé un éventuel retour en distanciel par ouvrant un espace numérique du travail qui est destiné à faciliter la communication avec les familles et à organiser des classes virtuelles totalement sécurisées où ne peuvent rentrer que des élèves de l'établissement et leurs enseignants. Ensuite, on a réussi à mettre en place un réseau informatique interne dans l'établissement. On a fait une formation interne des enseignants et des élèves à l'utilisation de cet espace numérique qu'on appelle ENT. Il y avait fermeture de certaines classes du second degré au mois de novembre. Donc, remise en place des outils déjà utilisés et encore une fois, développement de l'utilisation de l'ENT. Ensuite, il y a eu une évolution par rapport à la période d'enseignement à distance de l'année précédente grâce à la prise en compte des difficultés rencontrées par certaines familles lors de la première période. Il y avait une remise en place des dispositifs pédagogiques déjà expérimentés lors du premier confinement. L'accueil des enseignants qui le souhaitaient dans l'établissement pour travailler sur place parce que certains collègues ont des enfants ou un habitat qui ne permet pas de faire des classes virtuelles depuis chez eux. La situation est compliquée pour tout le monde. Ensuite, on a assuré un suivi des élèves par le biais d'une enquête qu'on a adressée aux collégiens et lycéens, donc au second degré. Et un mois après, on a fait un sondage téléphonique auprès des familles pour recueillir leurs ressentis. Et les retours ont été positifs. Puis, il y a eu la mise en place d'ateliers de soutien pour les élèves repérés en difficulté avec l'aide d'enseignants et de surveillants du service de la vie scolaire par appel téléphonique, échanges quotidiens, etc. On a mis en place aussi un atelier à distance de pratique du français avec des surveillants qui sont francophones pour les élèves qui le souhaitent, juste les élèves volontaires. Alors, si on doit faire un bilan de tout ce qui nous est arrivé depuis un an déjà, je pense qu'on peut conclure tous, j'imagine, qu'il y a eu un développement des compétences liées aux nouvelles technologies pour les élèves, mais aussi bien pour les enseignants et les personnels de l'établissement. Il y a eu une amélioration de la communication vers la communauté scolaire. Et pour les élèves, le plus bénéfique pour moi, c'est l'acquisition d'une autonomie. Et pour tout le monde en général, je peux dire une grande adaptabilité et réactivité, aussi bien des enseignants, des personnels, des élèves. Voilà. Alors, peut-être une question vers Oui. Alina. Donc, si je comprends bien, effectivement, vous avez à l'école, quel est le cadre de l'école? À combien d'élèves on a? Et, on a 807 élèves dans l'établissement, répartis entre la classe de petite section de maternelle jusqu'à la classe de terminale. donc, c'est une grande école. Et comment dire, dans cette période de crise, vous avez été fermé combien de temps? Et est-ce qu'il y a eu si j'ai bien compris, en fait, il y a eu des périodes où on a repris, il y a des périodes où on était totalement à distance, l'école était fermée? C'est ça. L'an dernier, à partir du mois de mars, on n'a plus revu les grands élèves à part les petits de maternelle. Et cette année, on a été fermé à 2 reprises totalement. Et sinon, il y a une alternance des grands élèves du collège. Ce sont les mesures sanitaires appliquées en Bulgarie. D'accord. Alors, juste pour résumer, un petit mot, qu'est-ce que la crise a appris à l'équipe pédagogique et peut-être aux enfants, tous ces changements, toutes ces mesures que vous avez mis en place, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut extraire pour le futur du lycée qui peuvent être appliquées pour l'année prochaine? Je pense que déjà, cet espace numérique nous a fait beaucoup de bien à tous. Excusez-moi.
Surtout, on a appris à être souple et une grande adaptabilité. Excusez-moi, j'ai un problème. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, l'autonomie pour les élèves, vous l'avez Oui, ressenti également? oui, et flexibilité pour les enseignants. Merci beaucoup, Alina. Je vous en prie. Merci. Nous avions Nourdine Mebarki qui apparemment a quelques soucis en fait de connexion. Donc, du coup, on va changer l'ordre du jour et je vais me permettre de donner la parole à Desislava Ganeva, qui est ex-présidente et fondatrice du lycée français Charles Perrault de Varna, le temps que peut-être Nourdine arrive à rejoindre son réseau et nous rejoindre en fait pour nous présenter l'exemple concret de Sarajevo. Desi, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir de ma part aussi. Je m'appelle Desislava Ganeva et je suis arrivée à Varna en 2006 avec mon époux et mes 3 fils en bas âge. Et en fait, presque dès notre arrivée, j'ai rêvé au départ d'une école maternelle française pour mes enfants. Et en fait, en 2009, mon rêve s'est réalisé grâce, entre autres, à l'aide des parents français francophones, de la mission laïque française, de Cécile Fisterberg du poste diplomatique à Varna. Et cette école, en fait, qui a démarré à Varna en 2009, pour la rentrée prochaine, aura plus de 250 élèves qui vont de la petite section jusqu'au terminal. Et dans sa courte histoire, en fait, qui a un peu plus de 10 ans, le lycée français international de Varna, ou comme on l'appelle LFIV, a traversé beaucoup d'obstacles et a fait face à de nombreux défis. La crise sanitaire en fait de Covid était un des derniers en date. La réaction des équipes de LFIV est extrêmement rapide. Et dès le premier confinement en début mars 2020, des dispositifs ont été mis en place. Ces dispositifs, en fait, en premier lieu, le chef d'établissement, notre chef d'établissement Pierre Chaperon, a commencé des rencontres hebdomadaires avec les parents d'élèves par cycle, maternelle, primaire, secondaire. Et le but de ces réunions était d'informer et de rassurer les parents, ainsi que de recueillir en fait des informations sur les difficultés que les parents pouvaient rencontrer. En fait, on pense que ces rencontres ont permis de désamorcer des tensions lycée-parents avant même leur apparition. Et même si cela représentait un effort considérable, en fait, 3 rencontres hebdomadaires par cycle pendant les 4 mois de mars à fin juin 2020, on a aussi recueilli les récompenses qui ont permis en fait de désamorcer des tensions éventuelles. Donc, l'école était dans un état serein pendant cette période de la première période de la pandémie. Et aussi, très important pour nous, nous avons pu garder nos élèves et ouvrir une nouvelle classe de petite section en septembre 2020. Donc, en deuxième lieu, ce que a dit aussi ma collègue pour Sophia, la mise en place de plateformes. Pronote, je pense que toutes les écoles l'utilisent, mais surtout la mise en place de plateformes CISO qui
en fait, aide une pédagogie inversée. Le troisième volet très important pour nous, c'est dès le début l'implication des ATSEM et des assistantes périscolaires dans le processus éducatif. Donc, en fait, dans les cours à distance qui ont été mis en place, tous ces enseignants ATSEM et assistantes périscolaires ont eu un rôle très actif. La pandémie a duré, comme on l'a dit, plus d'1 an maintenant. Donc, ce dispositif a été amélioré au fur du temps. Les plus importantes de notre côté, c'est par exemple la mise en place d'une charte de tenue pour les élèves lors des séances à distance. Par exemple, c'est en fait un équivalent de règlement interne. Les élèves devaient être habillés, assis à un bureau avec une caméra qui marche quand le premier cours commençait et devait être de la même manière jusqu'au dernier. Les absences, en fait, sont gérées à distance comme si on était en présentiel, de la même manière. Et aussi, quelque chose qu'on a en fait gardé même en présentiel, c'est l'intégralité, par exemple, du programme de la semaine à venir et en ligne, en amont, le dimanche. Cela permet aux plus grands élèves de s'organiser et pour les plus petits, ça permet aux parents de s'organiser. Le bilan, en fait, nous avons finalement une équipe pédagogique plus unie avec les enseignants, les ATSEM, les professeurs, les assistantes périscolaires. En fait, les outils de pédagogie inversée qui étaient appliqués un petit peu avant la pandémie, en fait, maintenant sont des outils qui sont utilisés et appréciés par tout le monde. La communication, en fait, avec les parents et leur implication dans le processus d'apprentissage a été, en fait, plus forte. Et aussi, certains ATSEM et assistantes scolaires ont découvert en fait des vocations pédagogiques et des vraies compétences numériques. Je me suis en fait, moi, demandé comment en fait la maternelle pouvait marcher à distance. Et en fait, je me permettrai de vous montrer en moins de 2 minutes, en fait, un exemple du résultat d'une activité, en fait, de petite section en confinement. C'est magnifique. Beaucoup d'innovation hein, dans l'approche des enfants. Hein. De Sisleva, c'est un magnifique exemple de ce qu'on peut faire à distance avec des enfants par Internet. C'est magnifique. On voit notre cuisine d'une autre manière maintenant, hein, au travers les yeux des enfants.
Voilà, enfin, tout cela ne sera pas possible sans en fait l'énorme travail mené par le chef d'établissement, Monsieur Père Chaperon, ainsi que la coordinatrice pédagogique pour le primaire, Julie Chaperon, qui a en fait gagné le pari de la maternelle en enseignement à distance, ce qui, moi, personnellement, m'a complètement... je trouve ça incroyable. Aussi, merci à toute l'équipe pédagogique, en membres de conseil d'administration de l'association gestionnaire. Et enfin, un grand merci à tous les élèves et leurs parents qui ont joué le jeu, qui se sont appliqués pour que ces mois de confinement, au lieu d'être perdus, se sont en fait quelque part transformés en une expérience nouvelle, différente et excitante. Merci. Merci Dessy et bravo à l'équipe, à toute l'équipe et à tout le monde pour l'innovation et l'implication dans cette période difficile pour nous tous. Je profite, avant de poser peut-être des questions, les garder pour la fin, je profite que M. Bebarki est revenu avec nous puisqu'il avait quelques soucis de réseau pour lui donner la parole immédiatement. Donc, Nourdine Bebarki, référent pédagogique du réseau scolaire Mundi, mais également en fait chef d'établissement du CIFS de Sarajevo. Donc, comment vous avez vécu la crise à Sarajevo et quelles sont les excellentes innovations que vous allez partager avec nous de cette période et que nous allons certainement reprendre pour aller encore plus loin pour l'année scolaire qui arrive. À vous, Monsieur Mebarki. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, effectivement, j'ai un problème de connexion. Je ne suis pas chez moi actuellement, je suis en vacances et donc je suis à un endroit où la connexion n'est pas très bonne. Je m'excuse, alors j'espère que je ne serai pas coupé. Alors effectivement, je suis Nourdine Bebarki, chef d'établissement à Sarajevo, mais aussi coordonnateur pédagogique du réseau scolaire Mundi. Le réseau scolaire Mundi, c'est 7 écoles dans les Balkans et en Ukraine, à Odessa et à Saint-Pétersbourg, et dans les Balkans à Tirana, comme l'a souligné M. Patrick Pascal, une école à Tirana, une école à Pristina, une école à Podgorica, Skopje, Sarajevo. Donc voilà, cette école. Alors effectivement, alors je n'ai pas suivi, j'ai malheureusement pas suivi ce qu'ont dit mes collègues, mais effectivement, comme tout le monde l'année dernière, on a été très surpris par la pandémie et la mise des écoles en enseignement à distance. Ça n'a pas été facile, effectivement. Mais d'une manière générale, je trouve que les enseignants, les collègues et tout le monde a très bien réagi et rapidement réagi au vu de la situation. Alors, je vais essayer de présenter un PowerPoint que j'avais préparé, si j'arrive à vous le présenter. J'essaie de le retrouver. Est-ce que vous voyez le document ? Oui, il faut juste aller peut-être sur la première. Ouais, voilà, c'est parfait. C'est bon. Donc voilà, alors je fais une rapide présentation de l'école française de Sarajevo, Scuola Mundi, et de Scuola Mundi. Alors, l'école de français de Sarajevo, c'est 265 élèves, 18 divisions, une école maternelle, élémentaire, collège et lycée. On est homologué jusqu'en classe de seconde, 35 enseignants, 65% d'élèves nationaux, 20% de tiers et 15% de français. Et, donc, beaucoup de non-francophones. Et ça n'a pas facilité la tâche, notamment parce qu'on a beaucoup d'élèves qui arrivent en cours de cursus dans nos écoles. Alors, comment nous, on a fait? Je pense qu'on a tous suivi le même protocole dans nos différentes écoles. L'année dernière, au début de la crise, c'était les réunions hebdomadaires avec les enseignants, avec les parents représentants, un courrier hebdomadaire aussi aux parents. Pourquoi? Parce qu'il fallait communiquer, c'était important de communiquer parce qu'on était tous un peu perdus, et les parents et les élèves et les enseignants, et donc il fallait beaucoup communiquer, parce qu'il était important de rassurer à ce moment-là, rassurer les parents, mais surtout les enfants qui étaient en train de vivre une crise, d'ailleurs,
cette crise n'est toujours pas finie et on n'en connaît pas encore les conséquences. Quels sont les moyens que nous avons utilisés pour faciliter l'enseignement à distance? On a utilisé la plateforme Google de l'éducation et notamment Google Classroom, ce qui en fait nous a incité, nous enseignants, à travailler avec de nouveaux outils, des nouveaux outils du numérique, à développer des outils du numérique comme Kahoot, Peer Deck, etc. Et les enseignants ont dû mettre la main à la pâte et je dois souligner qu'ils ont énormément travaillé. C'est un investissement, un énorme investissement de la part des enseignants lors de ces mois de confinement et puis au cours de cette dernière année. Car on a dû apprendre de nouvelles méthodes d'enseignement, à apprendre à gérer de nouveaux outils que les enseignants ne maîtrisaient pas forcément. On a aussi dû créer de nouveaux emplois du temps à cette époque-là et on a mis en place surtout une charte de ce que c'était l'enseignement à distance. C'était quelque chose de nouveau, personne n'en avait entendu parler. Qu'est-ce que c'est l'enseignement à distance? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aller à l'école, sauf qu'on est à la maison, donc il faut bien être présenté, avoir des horaires, un emploi du temps, etc. Et surtout, ça a aidé les élèves à rester scolaires, si je puis dire. Ça les a aidés à garder le cap et à travailler tout au long de cette année scolaire et puis au cours de cette nouvelle année scolaire. Et donc, comme je le disais, une application de tous les personnels, et notamment les ASEM, qui ont été mises à contribution, puisqu'à l'époque, on avait aussi l'enseignement maternel en enseignement à distance. Les ASEM, qu'est-ce qu'elles ont permis de travailler avec les élèves, notamment à accompagner les élèves en besoins particuliers. L'aide de devoirs, on avait mis en place de l'aide de devoirs aux élèves en fin d'après-midi, ou des activités ludiques, et un moment de communication, un moment aussi où les ATSEM et puis certains enseignants l'avaient aussi discuté avec les élèves sur des temps qui n'étaient pas scolaires pour avoir une écoute et leur permettre de sortir un peu de leur appartement d'une autre manière. Depuis cette rentrée, le CIPS et les écoles de Scuola Aimondi sont passés à un enseignement présentiel pour la plupart des écoles ou en hybride. C'est passé par la mise en place d'un protocole strict avec un nombre d'élèves limité par classe, un enseignement hybride pour les classes secondaires et ensuite il y a tout ce qui était partie sanitaire avec installation de purificateurs d'air, etc., mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On est passé aussi par des réunions régulières avec les enseignants et surtout avec les représentants de parents, une par période. Ce n'était plus toutes les semaines comme avant lors du précédent confinement, mais une par période et un courrier hebdomadaire aux parents. Toujours l'utilisation de Google Classroom pour l'enseignement hybride, notamment en collège et lycée. Effectivement, les collégiens et lycéens ayant limité en fait le nombre d'élèves par classe à 15 élèves par classe, on a dû changer les emplois du temps pour pouvoir accueillir tout le monde à l'école et faire un enseignement hybride avec un enseignement le matin pour les classes de 6e, 5e, 4e et un enseignement l'après-midi pour les 3e et les lycéens. Et il y avait quelques cours qui étaient en enseignement en ligne. Donc, ce qui fait qu'on a pu avoir tous les enseignements dans cet enseignement hybride. On a reconduit une charte d'enseignement à distance et enseignement hybride, mais cette charte a été améliorée. Enfin, pour nos écoles, on a pris en considération les élèves qui ne pouvaient pas se rendre à l'école. Effectivement, vous avez des enfants pour des raisons médicales ou étant un risque eux-mêmes ou dans l'entourage ayant un parent en risque, ne pouvaient pas venir à l'école et on a dédié un personnel, une enseignante, à l'enseignement à distance pour ces élèves qui ne pouvaient pas se rendre à l'école, avec un emploi de temps spécifique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a étendu au groupe Scuola Aimondi, c'est-à-dire que cet enseignant a pris les élèves des autres écoles, avec un emploi de temps spécifique pour ces élèves sur toute la semaine. Donc, des élèves
d'Odessa ont pu bénéficier de cet enseignement à distance, des élèves de Tirana aussi. Donc, ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est de mutualiser en fait nos ressources. À Sarajevo, par exemple, nous avions un problème d'enseignement en seconde, professeur d'économie qui nous manquait, et nous avons utilisé le professeur d'économie d'Odessa qui a pu donner un enseignement en SES, en économie et sociale, depuis le début de l'année. Donc, la mutualisation des enseignants a été vraiment quelque chose d'innovant pour nos écoles. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer dans l'avenir, surtout dans l'enseignement des écoles à l'étranger, où, comme vous le savez, au lycée, on a des enseignements de spécialité. Certains lycées ne peuvent pas pourvoir tous les enseignements de spécialité. Et avec la mutualisation, on peut assurer certains cours dans des lycées où un enseignant manquerait. Alors, un bilan rapide de ces enseignements à distance. Alors, l'enseignement à distance a été compliqué, c'est vrai. On a vu quelques élèves décrocher. Il y a des élèves pour qui l'enseignement à distance n'est pas possible, ou même l'enseignement hybride. Alors, c'est marginal, hein, il faut le noter que c'est marginal. L'enseignement aussi à distance a été compliqué pour nous l'année dernière pour l'école maternelle. Ça a été très difficile et ça a compliqué les choses, notamment en fin d'année scolaire 2020-2021. C'est pas simple l'enseignement à distance pour les maternelles. C'est pas simple. Et on a constaté quelques conséquences psychologiques sur certains enfants, notamment lors du premier confinement, qui ont l'enseignement à distance et confinement, c'est-à-dire peu d'interaction sociale, peu d'interaction avec les autres élèves de la classe, et ça a été très difficile pour certains élèves. Sinon, l'enseignement à distance a eu quand même des choses positives, vu des choses positives naître, notamment une solidarité qu'on n'avait pas vue auparavant, solidarité entre les élèves. Les élèves se sont beaucoup entraidés, beaucoup de communication entre eux, entre enseignants. On s'entraidait, comment utiliser certains outils numériques que l'enseignant ne maîtrisait pas. Ça a vraiment développé cet esprit de collaboration entre élèves et entre enseignants. Et de manière générale, la communauté scolaire, on ne s'y attendait pas, avec un soutien quand même de la part des parents. Et sans les parents, on n'aurait pas pu réussir cet enseignement à distance ou hybride et cette rentrée 2021. Alors, ce qu'on a vu, c'est aussi, dont je l'ai déjà souligné, l'autonomie des élèves qui s'est développée de manière incroyable, et des développements de compétences numériques, mais pas pour les élèves, comme je l'ai souligné avant, aussi pour les enseignants. Développement de nouvelles méthodes d'apprentissage. Et surtout, chez les enseignants, on a vu naître le développement professionnel, plus qu'auparavant, je trouve. Et enfin, on a appris aussi que la communication était importante, la communication entre nous, entre enseignants, entre la direction et les enseignants, mais aussi la communication vers la communauté scolaire et les parents d'élèves et les représentants de parents. C'est grâce à cette communication, cette transparence qu'on a pu réaliser de belles choses et avancer dans l'enseignement à distance et dans ce moment de crise. Voilà en gros ce que je pouvais dire. Et je pense que l'école a évolué. L'école a évolué, elle va encore évoluer. Cette crise nous a permis d'avancer dans nos méthodes d'enseignement, d'avancer dans notre travail, dans notre manière de voir les choses. L'enseignement à distance, je pense qu'il a des limites qu'on voit très vite.
mais a permis quand même de développer des compétences qu'on n'aurait pas pu développer avant cette crise-là. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire sur ce thème-là. Merci beaucoup, Monsieur Mebarki. Moi, je vais… Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Allô? on vous entend parfaitement. Donc, je disais merci beaucoup, Monsieur Mebarki. Moi, j'ai juste en fait une question pour nos intervenants qui regroupe en partie ce que vous nous avez dit, Monsieur Mebarki, mais peut-être effectivement se repositionner. Question. Avez-vous eu besoin de soutenir les enseignants et si oui, comment vous l'avez fait? Deuxième question, enfin c'était la première, mais puisque vous avez un tout petit peu abordé, c'est concernant le décrochage, y a-t-il eu beaucoup d'enfants qui ont décroché? Et côté apprentissage, est-ce qu'on a aujourd'hui une visibilité à savoir si on est toujours aussi bon, voire meilleur, ou peut-être un peu moins bon? Donc, question vers Desislava et M. Mebarki. Alors, peut-être je peux… Alors, pardon. je m'excuse de vous couper. Oui. Est-ce que vous pourriez écrire les questions parce que cela coupait et je n'ai entendu ni la première ni la deuxième, c'était saccadé. Est-ce que vous pourriez écrire les questions que je puisse… Desislava va répondre et je vais vous les reposer après. Nordine, la première chose, il faudrait que tu coupes ta caméra. Tu vas gagner de la bande passante sur ta ligne à toi. Au moins, on t'entendra. Ah, ça y est, c'est fait. Donc, moi, je ne peux pas répondre à la question s'il y a des élèves qui ont décroché, puisque je ne suis pas opérationnelle en fait à l'école. Mais par contre, au niveau de l'aide aux enseignants, oui, il y a eu beaucoup de formations, d'échanges, en ligne surtout. Moi, je pense qu'au niveau, est-ce qu'on est meilleur ou moins bon maintenant qu'avant? Je crois que, en fait, on peut peut-être diviser les enfants en deux groupes, les petits et les grands, puisque c'est vraiment pas la même chose pour ces deux groupes. Alors, où est-ce que se situe exactement le découpage? Ça, je ne saurais dire exactement. Ça dépend des enfants, j'imagine. Donc, pour les petits, effectivement, ça a été très difficile pour un enseignement à distance. Néanmoins, c'est entre rien et le présentiel, apparemment, on peut faire beaucoup de choses, même pour la maternelle. À Varna, apparemment, les maternelles ont eu, ou plutôt pas la maternelle, mais le primaire, ont eu des cours de natation en ligne. Donc, des cours de sport, des cours de chant et de musique. Donc, pour les petits, je crois que c'est vraiment très difficile et presque impossible. Pour les plus grands, je trouve que même aussi, moi j'ai mes enfants qui sont dans les plus grandes classes du lycée, eux, très vite, ils étaient très à l'aise et très organisés, très autonomes. En fait, eux, ils pensent que même ça serait bien de continuer sur, pas tout à distance, mais en alternance, c'est-à-dire d'avoir des jours qui sont en enseignement à distance et des jours qui sont en présentiel.
Ils se concentrent mieux apparemment quand ils n'ont pas des interactions avec l'extérieur. Évidemment, le contact leur manque. Donc, je dirais que pour les grands, c'est peut-être un mix qui leur plairait le mieux. Pour les petits, c'est forcément du présentiel je pense qu'il n'y a pas tout le monde est d'accord sur ce point. Merci, merci Dessy. Peut-être pour Monsieur Mebarki, on a reçu d'autres questions. Je commence par la fin. Vous m'entendez, Monsieur Mebarki? Oui, je vous entends. Ça coupe par moment, mais je vous entends. Voilà, la question c'est, qu'avez-vous appris en tant que chef d'établissement de cette crise? N'est-ce pas une leçon pour nous dire que arrive à s'adapter? Vous entendez? Ouais, je vois la question. C'est la dernière question. Ouais. En fait, le chef d'établissement et ses équipes sont constamment obligés de s'adapter. C'est une des forces de l'école, c'est de s'adapter. Ce ne sont plus aux élèves, qui doivent s'adapter à l'école, mais c'est nous qui devons nous adapter, et nous allons nous adapter, comme on l'a vu en ces temps de crise. On est contraint de s'adapter. Si on veut avancer, on est contraint de s'adapter. Et c'est se remettre en cause. Il faut savoir se remettre en cause. C'est ça qui est important. C'est être capable de dire qu'on peut faire autrement. Et cette crise, et les crises, alors, on n'a jamais eu de crise, on n'a pas connu de crise comme celle-ci auparavant, mais il y a toujours des moments de crise dans l'enseignement et dans la vie d'un chef d'établissement. Et ces moments de crise nous montrent qu'il faut savoir changer de position, prendre du recul et s'adapter pour avancer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, c'est parfait. Peut-être une question vers tous les intervenants. Est-ce que vous avez constaté un impact des écrans sur les enfants? Dessy, tu peux peut-être prendre? Oui. Donc moi, les réponses que je peux donner, c'est Allez-y, plus… Nordine. Je sais pas si vous m'entendez? Allô? Allô, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, parfait, D'accord. parfait Dessy, oui. Donc, je disais que moi, je peux répondre à cette question comme une parent, comme un parent. Et parents d'enfants qui sont au lycée, donc ce qui est très différent. Donc, je ne pense pas que ça a eu des effets négatifs, en tout cas sur mes enfants. Je trouve en fait qu'ils ont commencé à essayer quand ils n'étaient pas en classe, de faire autre chose que de rester devant l'écran. Donc, je ne trouve pas qu'il y a eu des effets négatifs pour les grands enfants, en tout cas, pour ma part. Je vois que la transmission est quand même un petit peu mauvaise. On va essayer de répondre aux questions, de faire un peu court, parce qu'il y a des gens ça fait 19 heures en Bulgarie aussi, hein, Florence. Donc, je Oui. qu'on prenne les questions qui restent. Alors, une des questions qui a été posée, dans les écrans, c'est bon. Alors, une question très importante, conserverez-vous une partie des enseignements à distance ou des logiciels utilisés pendant la crise à la rentrée 2021-2022? Donc, c'est intéressant de savoir.
Nordine, est-ce qu'il y a des choses qui vont… Ouais, alors, je peux répondre, oui. Effectivement, il y a des outils qu'on réutilise. Entre le confinement de mars dernier à juin dernier, on a utilisé la plateforme Google Classroom qu'on a réutilisée à la rentrée 2021, qu'on a réutilisé à la rentrée 2020. Et c'est des outils qui vont se pérenniser parce qu'on a constaté que ils étaient importants et ils étaient utiles surtout. Surtout pour une continuité dans les apprentissages. Donc ces outils-là qui ont fait leurs preuves, on va les garder. On va les garder parce que ça nous permet de garder aussi un contact avec les élèves. Par exemple, on a de temps en temps des élèves absents parce qu'ils sont malades. On met tout sur Google Classroom et l'élève peut suivre ce qui a été fait dans la journée, comme un cahier de texte virtuel. Au lycée et en collège, on a mis en place du streaming pour les classes à partir du cycle 3. Donc, on a des élèves qui ne peuvent pas venir à l'école et on a mis en place du streaming. Ce streaming a permis aux élèves de suivre les cours comme s'ils étaient dans la classe. Allô? C'est la Nordine. Bon. Je pense que c'est l'heure où tout le monde se professeur connecte. Nos réseaux… Vous avez entendu? Oui, ça a coupé. Donc, ouais. On a compris que tu as gardé du matériel et que tu vas le… Voilà. Et voilà. Et on a notamment le streaming qu'on a mis en place en collège et en lycée. Le streaming, c'est-à-dire que l'enseignant a un micro professionnel et une connexion Internet avec caméra. L'enseignant fait son cours aux élèves qui sont présents en classe. L'élève qui est absent est à la maison. Il écoute le cours et il peut même intervenir. Et c'est un outil qu'on a mis en place cette année et qu'on gardera l'année prochaine. Comme je vous le disais, il y a des élèves qui peuvent être absents un jour ou l'autre. Et ils se connectent et ils suivent le cours de la maison et ils participent de cette manière. Donc oui, effectivement, on va continuer à utiliser des outils. Ça nous a permis d'appréhender de nouveaux outils, de les utiliser, et il faut continuer à les utiliser parce qu'ils sont intéressants et ils nous permettent d'apprendre autrement. J'ai une question à la volée. Est-ce que le streaming, c'est coûteux? Alors, c'est un investissement. Alors, un bon ordinateur, un micro professionnel, une caméra professionnelle, et surtout, on a dû investir dans le débit Internet. On a dû investir là-dedans surtout. C'est pas un gros coût, hein, c'est pas un gros coût. C'est un coût certain, mais pas très élevé quand même. Non. Je vais continuer à prendre le fort parce que j'ai peut-être plus de bandes passantes que Florence. Alors, il y a deux questions qui se ressemblent, qui sont: mes enfants ont beaucoup souffert du manque de leurs camarades et mon cadet a régressé sur pas mal d'acquis de vie en société. Et en même temps, il y a une autre question qui est: y aura-t-il des cours en plus du soutien, de soutien pour ceux qui ont décroché? Certains des camarades de mon fils n'ont pas eu le même aide que nos enfants à la maison. Cela ne risque-t-il pas de laisser une partie des élèves? Donc, je pense que pour résumer, les parents sont inquiets du décrochage de certains élèves. Je pense que vous avez répondu par le fait que vous pouvez dédier aussi des cours dédiés pour les enfants qui sont en retard, et des moyens comme le streaming permettent aussi d'enregistrer et on peut revoir à plusieurs fois les cours. Et moi, je donne le cas pour ma fille. Elle est en cours en présentiel parce qu'elle est pensionnaire, et des fois, elle fait 2 fois le même cours. Et ça l'aide beaucoup. Voilà. Et d'autre part, les enseignants ont beaucoup adapté leur enseignement. Hein, et on a, dans toutes les écoles, et je parle en connaissance de cause et pour avoir beaucoup d'échanges avec mes collègues, il y a quand même des dispositifs mis en place par les différentes écoles pour aider les élèves qui ont décroché ou qui sont en difficulté.
Bon, bien, je vais finir pour une conclusion et une autre question. Alors, une question qui a été posée par un visiteur là, concernant l'influence du français dans les régions où il n'y a pas d'école. Alors, déjà, nous, on a la chance d'être dans une région où il y a 7 écoles pour 6 pays, 7 écoles françaises, donc chaque pays est fourni. Donc, c'est une chose. La question qui est, est-ce qu'il y aura une conséquence sur le prix de l'éducation des écoles? Je ne crois pas, parce qu'il y a des économies d'échelle. Je réponds à la personne qui a posé cette question. Il y a des économies d'échelle qui sont faites aussi avec ces moyens. Pour résumer, je pense qu'on a su faire face, nos écoles, nos enseignants et les parents qui se sont impliqués à cette crise. La principale question, Monsieur Mebarki, c'est la rentrée 2021-2022, donc la rentrée de septembre. En gros, on s'attend à quoi lorsqu'on est chef d'établissement du réseau que vous couvrez, quoi? Alors nous, on a déjà commencé à réfléchir évidemment à la rentrée, hein, ça fait déjà un mois qu'on réfléchit là-dessus. On a commencé par faire des emplois du temps et on envisage toutes les possibilités, enseignement présentiel et enseignement hybride. Donc on est en train déjà de travailler sur la rentrée et ce que pourrait être la rentrée. On aimerait, on a un souhait, c'est de revenir en présentiel, mais on sait bien que la situation n'est pas stable et tout peut changer. Donc, on envisage différents scénarios, à savoir un retour en présentiel de tous les élèves ou un retour en hybride pour certains élèves, notamment les élèves de collège et lycée. Bon, je crois qu'on a eu de la chance, d'une certaine manière, dans notre malheur, parce qu'il y avait aussi derrière le CNED qui avait des cours qui étaient prêts pour qu'il y ait, je sais que ça a aidé aussi beaucoup d'écoles. Je crois on a su, le réseau, répondre. Et je ne sais pas ce qu'il y a d'autres questions à poser. Peut-être qu'on peut conclure. Florence? Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les écoles ont quand même fait preuve de beaucoup de flexibilité et d'adaptation. Et à chaque nouvelle vague, les écoles s'adaptent très vite et les élèves aussi. Donc, alors j'espère que ce ne sera pas pérenne, cette situation, mais l'école sait faire face et sait répondre à ces moments de crise maintenant. J'ai une dernière question qui a été posée par Madame Alexandra François. Est-ce qu'il y a eu des réductions de postes ou des fermetures de classes en prévision de cette crise? Je ne crois pas. Je crois qu'on est tous en augmentation malgré tout. Non, nous, on a même eu une augmentation du nombre d'élèves à la rentrée 2020. Moi, je crois que savoir aussi qu'il y a d'autres écoles qui ont étrangères, enfin, étrangères au local, qui n'ont pas réussi dans la région où je suis. Et les parents sont venus avec des élèves qui, d'ailleurs, ne parlent pas un mot de français parce qu'ils se retournent vers notre système qui, finalement, a résisté. C'est un point fort. Et Exactement. je suis content que ce webinaire ait été enregistré parce qu'on va le transmettre auprès de nos ambassades parce que c'est un point de montrer on a su répondre, on a vu ce que les petits pouvaient faire à la maternelle, on a vu ce que chaque école a mis en place. Je trouve qu'on a réussi à rester fort et ça augure de bonnes choses pour le futur. Je regarde, je crois qu'il y a encore une question. Alors, bougez pas. Non, il n'y a pas d'autres questions. Bougez pas dans le chat. Je vérifie parce que j'ai le floor maintenant. Voilà. Alors, moi, je vous remercie tous d'avoir participé. Je vérifie, je tente. Oui, Florence? Oui, j'ai repris un peu, je pense que mon réseau est arrivé. Moi, j'avais envie juste de reprendre ce que Nourdine et les autres intervenants nous ont dit. Et j'ai envie de vous dire que Florence, je crois qu'on arrive au bout d'un système là. ouais, je suis revenue, donc juste pour dire, en résumé, j'ai envie de reprendre ce que les entreprises nous a séparés, mais encore plus, on est unis. Donc, Patrick, à toi pour le mot de la fin.
Voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de parler à ceux qui ont eu le courage et le temps de consacrer encore 1 heure aux écoles. Je remercie les enseignants, tout le personnel des écoles, parce que franchement, moi, en tant que parent d'élève, j'ai créé l'école de Tirana et j'ai passé le flambeau, et je suis fier de voir que le travail accompli. Je vois que dans la région où la France était absente, on a grandi. Il y a 2 systèmes. Il y a le système Scola Mundi, il y a l'école La Mission Laïque, il y a le lycée français de Sofia. Ils ont chacun des statuts différents, mais on apporte une solution. Je crois qu'on va continuer à grandir. Je vous invite à se revoir. Je me représente, comme vous le savez, en cette fin du mois de mai. Il y a donc une élection le 30 mai aux ambassades. Je vous invite à aller voir vos postes diplomatiques pour voter. Et sinon, je vous rappelle une chose, on ne peut voter par distance que du 21 au 26. Donc, pas avant le 21 et pas après le 26. Voilà. Et ne votez pas 2 fois parce que ça va créer des problèmes. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt. Merci, belle soirée.